Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Culture T, votre émission entièrement dédiée, dévouée, consacrée à vos villes, à vos territoires, à travers vos artistes. Cette semaine, je vous propose une exploration dans deux îles, l'île de Ré et l'île d'Oléron, à travers des artistes très différents. Vous allez voir tout de suite le sommaire de votre émission. Christophe Chaboutet, c'est l'invité principal de ce Culture T. L'auteur de bande dessinée a déposé ses pinceaux et ses crayons sur l'île d'Oléron depuis quelques années. Il nous parle de son lien particulier avec la mer et l'océan et de sa nouveauté, tiens, une adaptation de Moby Dick. Xavier Barthes, peintre, sculpteur, après avoir passé près de 18 ans en Martinique, il nous a ouvert les portes de son atelier ici, sur l'île de Ré. Xin Art, c'est le nom d'une galerie. L'idée est née en Chine. C'est désormais sur l'île de Ré que cette petite galerie expose de nombreux artistes très différents avec une certaine préférence pour le street art. On va donc débuter cette émission, direction l'île de Ré, chez Bernard Frigière. Le sculpteur nous parle de sa passion, évidemment de la sculpture, mais aussi de cette île. L'île de Ré, c'est parti. Drop it. Au départ, moi j'étais cuisinier. Mon frère et ma belle-sœur ont ouvert un restaurant qui était au Port-en-Ré dans les années 84-85. Donc moi j'étais chef de cuisine avec eux et c'est là la première fois que j'ai commencé à travailler dans l'île de Ré. Je faisais déjà de la peinture depuis assez longtemps et quand on a eu notre premier restaurant, j'avais commencé par mettre quelques tableaux dedans et à l'époque je faisais des panneaux en bois, des demi-coques de poisson dans ces panneaux en bois où je marquais restaurant depuis 1960 ou depuis 1950 et ça décorait le resto. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré après un sculpteur qui s'appelle Étienne, qui travaille maintenant dans l'île de Ré mais qui est beaucoup à Paris aussi. Et j'ai dit un jour, voilà, est-ce que vous pouvez me faire voir comment on sculpte un animal, un poisson? Et j'étais dans son atelier et ça fait maintenant 23 ans qu'on est amis et que je vais être encore souvent dans son atelier. Ça a été au départ un peu par hasard, si vous voulez, je sculptais. Donc je me souviens, j'avais un poisson que j'achetais, que je mettais devant moi et je le sculptais. Et puis j'en ai fait un deuxième, j'en ai fait un troisième, et puis je voyais que ça intéressait quand même assez les gens. Et de fil en aiguille, je me suis un peu spécialisé dans le monde de la mer. Puis après, je me suis mis à peindre poissons, beaucoup de bancs de poissons, beaucoup, et vols d'oiseaux. All set? Let's go. Vous venez de découvrir ce premier artiste, Bernard Frigière, et vous allez le voir dans cette émission, de nombreux artistes très différents. Et c'est marrant, hein, un coin de rue comme ça, une venelle comme on dit sur l'île de Ré. Jeff et Aérosol, ménagers qui ont dû travailler ensemble et se faire plaisir. Jeff et Aérosol qui est défendu dans la galerie Xin Art qu'on va découvrir, une galerie d'art contemporain. Ce sera dans quelques instants dans l'émission, mais sans plus attendre, un nouvel artiste de l'île de Ré, un nouvel atelier, c'est Xavier Barthes. Drop it. J'ai toujours eu un crayon dans la main, j'ai toujours dessiné, ça c'est sûr. Après, ça n'a jamais été envisagé, une carrière artistique, ça s'est fait un peu par hasard, beaucoup plus tard. Mais oui, enfin, j'étais peut-être pas prédestiné, mais
toujours dessiner, ouais. En Martinique, j'habitais en bordure de mangrove et je passais mon temps à ramasser des morceaux d'épaves de bateaux, des morceaux de ferraille rouillées que j'assemblais, et puis voilà. Ça s'est fait comme ça. Tout passe par les mains, oui. Enfin, il faut que je touche les choses, y compris mes dessins. Enfin, je travaille au pastel gras parce que je m'en mets plein les doigts, parce que je suis incapable de travailler avec un pinceau. J'arrive pas à me concentrer sur un truc en particulier, donc je travaille un peu en série. Quand je vais faire une dizaine de pièces à peu près sur la même thématique, et puis après j'ai besoin de passer à autre chose. Et je retourne au tableau et au dessin quand j'en ai marre de me brûler les doigts, de travailler la ferraille. C'est du repos, donc ça s'alterne. Mes premiers travaux justement avec les morceaux d'épave et tout ça, je respectais entre guillemets la matière, à savoir les couleurs, les formes, et j'assemblais. Puis il y a un moment où j'ai eu besoin de mettre mes couleurs à moi, mes formes, donc je me suis mis un peu à dessiner et à me fabriquer mes supports. Et puis la ferraille, on m'a offert un poste à souder pour mes 40 ans. Et puis, donc je me suis mis à souder et voilà. C'est toujours un peu les circonstances qui font que... Il y en a qui sont difficiles à vendre. Et puis j'aime bien qu'elles restent à la maison un moment. Il m'arrive d'en avoir à peine fini, alors là ça me fait très mal. Il y a des trucs que j'ai pas envie de vendre en ce moment, là, que j'ai mes dernières pièces, mais enfin bon. Et je les signe quand elles s'en vont, quoi. C'est ma façon de dire au revoir, c'est jamais signé avant. All set? Let's go. On continue notre balade sur l'île de Ré. Direction maintenant l'île d'Oléron à la rencontre de notre invité principal, Christophe Chaboutet. Il prépare sa nouvelle bande dessinée, son adaptation de Moby Dick, direction la grande plage de l'île d'Oléron. Christophe, on te retrouve ici. C'est quoi, la grande plage de l'île d'Oléron, c'est ça? C'est la grande plage de Saint-Trojan, ouais. C'est la plage qui est juste en face du village où j'habite. C'est un endroit où tu viens de temps en temps? Ouais, c'est un peu ma cour de récréation, quoi. C'est bien, hein, c'est sympa. C'est une grande cour de récréation. Il n'y a plus l'air, hein. Ouais, je viens régulièrement, ouais. Enfin, j'essaye de venir le plus souvent possible, du moins, quoi. Tu viens surfer un peu, c'est ça? Ouais, j'essaye de surfer. Ouais, après, surfer, c'est un grand mot. J'essaye. Je viens me détendre, quoi. Mais alors, ce que les gens ne savent pas en regardant ces images, c'est que tu n'es pas du tout d'ici. Ah non, moi je suis pas... l'océan, pour moi, c'était l'inconnu total. Pour moi, l'océan, c'était 15 jours de vacances par an. Et voilà, quoi. Il s'avère qu'on a atterri ici complètement par hasard. C'était prévu qu'on vienne juste pour 1 an. On avait l'opportunité d'avoir une maison pendant 1 an. Et en fait, ça fait maintenant entre 5 et 6 ans qu'on habite ici et puis on bouge plus, quoi. Enfin, on bouge plus, je sais pas, mais en tout cas, on s'est posé, quoi. Et puis ouais, j'ai découvert l'océan, quoi. T'étais de l'Est de la France? Ouais, moi je suis alsacien d'origine, ça veut dire que j'ai grandi au milieu des champs labourés d'automne, des forêts, des balades en montagne, et loin de l'eau salée, quoi. Très loin de l'eau salée. Cette grande plage sur laquelle on marche, est-ce qu'on l'a déjà retrouvée dans l'un de tes albums? Ou en tout cas, est-ce qu'elle a inspiré des cases, des moments de vie dans tes albums? Ouais, on va dire que l'océan a fait naître des bouquins qui étaient un peu en gestation, qui ne prenaient pas vraiment forme, qui ne se concrétisaient pas. Donc le fait d'habiter ici, de goûter à l'océan, d'être tout près, quoi, on fait que effectivement 2-3 bouquins se sont concrétisés. J'ai commencé à ouvrir les yeux sur d'autres choses et à avoir envie de travailler sur autre chose que la forêt, le côté rural et le côté un peu fantastique des premiers bouquins que je faisais, quoi. Effectivement, ça a mis en place certaines choses. Ouais. L'océan est toujours un peu mystérieux, ça fascine et ça fout les pétoches en même temps et c'est des choses que j'essaye de mettre dans mes bouquins. J'avais notamment un bouquin que j'ai fait qui s'appelle Tout seul où je voulais isoler quelqu'un, je voulais le mettre à l'écart de tout le monde,
trouver un prétexte pour pouvoir l'isoler, trouver un prétexte pour le faire voyager avec son imagination. Et il s'avère qu'en arrivant ici, il y a le phare de Chassiron à l'autre bout de l'île. Je l'ai mis dans un phare, il n'a jamais vu personne et il s'évadait grâce à son dictionnaire enfermé dans son phare, quoi. Voilà, c'est des choses comme ça. J'ai eu envie aussi de bosser sur les marins, sur la difficulté de travailler en mer. Ils font des boulots de fou, quoi. Après, le côté contemporain ne m'intéressait pas, donc j'ai commencé à bouquiner des choses sur les Terre-Neuve et sur toute cette histoire-là. Et voilà, j'ai fait un polar qui permettait de montrer les conditions rudes de cette vie-là, quoi. Quand tu fais construire un feu, l'adaptation d'une nouvelle de Jack London, tu vis déjà ici? C'était à cheval sur les deux. C'était à cheval sur les deux. En fait, celui-là était déjà prévu, donc je devais le faire. Et quand on est arrivé ici, je sortais de Landru. Le Landru venait d'être fini et j'attaquais construire un feu. Et juste après, j'ai fait tout seul, ouais. Un truc qui se passe dans un phare avec l'océan, quoi. Ce qu'on ressent là, ce qu'on sent déjà, ce vent, l'eau, c'est des choses que tu peux, toi, retranscrire à travers la bande dessinée ou que tu essayes ou pas du tout? Ça, c'est l'intérêt de la bande dessinée. Ça veut dire que j'essaye de le retranscrire. J'essaye de toute façon de retranscrire ce que je ressens, d'essayer de faire passer les émotions que j'ai. Et c'est l'outil bande dessinée qui permet de faire ce genre de choses. Ce que je ne peux pas dessiner, je l'écris. Ce que je ne peux pas écrire, je le dessine. Tu travailles beaucoup en noir et blanc, hein, sur tous les derniers albums. Ouais. Est-ce que ça manque pas cette couleur qu'on voit là? Est-ce que lorsque tu crées justement tes albums, tu te dis pas, je mettrais bien un peu de cette couleur que je peux voir au quotidien? J'essaye d'en mettre avec le noir et blanc. Si je fais bien mon boulot en noir et blanc, le lecteur va peut-être voir de la couleur, quoi. C'est bien. Enfin, c'est un peu le truc, quoi. Après, j'ai tendance à utiliser la couleur. J'adore le noir et blanc. J'ai fait la plupart de mes bouquins en noir et blanc. Et quand l'histoire demande de la couleur, je vais utiliser de la couleur. Si elle sert le scénario, je l'utilise. C'est un peu le même principe que la bande son en BD. Il n'y a pas de son en BD. Si l'auteur fait bien son boulot, il y aura une petite musique de fond qui va se mettre en place. Enfin, c'est ce qu'on essaye de faire. Enfin, moi, c'est ce que j'aimerais bien arriver à faire, quoi. Alors, tu travailles souvent, et d'ailleurs, c'est une chance, hein, en tant qu'auteur de BD. Ça n'existait pas, c'est vrai, pour les auteurs de BD il y a 20-30 ans, sur des formats longs. Ouais. J'imagine c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup de plaisir en plus. C'est-à-dire que tu as le temps, toi, à la fois de préparer et de transposer toutes les émotions que tu peux avoir dans l'histoire que tu veux donner au lecteur. Oui, ça permet surtout d'avoir de la place, ça permet de distiller les ambiances, ça permet d'amener doucement les choses. Et dans un format classique, 48, 52, 64 pages, on ne peut pas se permettre de prendre 3 planches pour montrer une feuille qui tombe. Avec les paginations que j'ai en général, qui vont de 120 à 300, 400 pages, eh ben, je peux prendre 5 pages si je veux pour montrer une vague qui déroule ou un coquillage qui roule ou une feuille qui tombe. Mais est-ce que ton métier d'auteur de bande dessinée, et comme tu le fais aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois scénariste, dessinateur, auteur complet, c'est quand même un métier de solitaire? Ah oui. C'est quelque chose que tu savais quand tu as commencé? Bien sûr, mais j'aime ça en plus. Moi, je pourrais difficilement travailler en studio avec d'autres gens, je peux difficilement travailler avec quelqu'un. Je ne suis pas complètement autiste, mais j'ai besoin de cette solitude, j'ai besoin de fermer pour travailler, quoi. J'ai besoin d'avoir mes petits repères dans mon atelier, j'ai besoin d'avoir mes petits trucs en place, sans être maniaque, quoi. Mais j'ai besoin de faire ma bulle. T'as pas de rêve de collaboration, des gens que tu rencontres, scénaristes ou dessinateurs, et tu dis ah, j'aimerais bien un jour faire quelque chose avec lui ou... Après, il y a des coups de cœur, c'est sûr, mais jusqu'à présent, des auteurs vivants, j'ai pas eu d'envie, quoi. Les gens que j'ai adaptés ou l'adaptation que j'ai faite de London est mort, donc il vient pas me casser les pieds, quoi. Je fais ce que je veux. Enfin, j'ai essayé de servir son bouquin quand même, ce qu'il a écrit, mais... Non, on a des petits coups de cœur, mais après, entre le moment où on a un coup de cœur et le moment où il faut se taper 1 an de boulot et tenir la baraque pendant 1 an, c'est pas évident non plus, quoi. Donc il faut que le coup de cœur il soit vraiment balèze, quoi. Et jusqu'à présent, j'ai des choses à raconter, j'ai des choses à dire, donc je continue à raconter mes propres histoires, quoi. Voilà. All set? Let's go. On
On quitte quelques instants Christophe Chaboutet et son île d'Oléron. Nous sommes revenus sur l'île de Ré où de nombreux artistes ou de nombreuses galeries ont ouvert depuis quelques années. L'une d'elles, la galerie Xinart, nous a ouvert ses portes. Elle expose à la fois des artistes locaux mais aussi des artistes internationaux. C'est parti. Drop it. Xin signifie nouveau en chinois. Xinart, c'est donc l'art nouveau, mais à la sauce Made in France. L'idée a éclos en 2007 lors de la Foire internationale d'art de Canton. La galerie était sur les rails, mais sans port d'attache. C'est donc dans le village d'Arcenré que tout débuta. Défendre les artistes non seulement de l'île de Ré, aussi du continent, hein, de La Rochelle et assez proche, et essayer aussi de suivre l'histoire du street art, qui reste une collection à vivre très palpitante. Alexandra Plana expose de nombreux artistes, mais garde une affection particulière pour le street art. Cette passion du street art a démarré avec Jeff Aérosol, qui a fait confiance à cette nouvelle galerie, cette jeune et nouvelle galerie, il y a presque maintenant 2 ans. Et donc ça nous a tout de suite donné une impulsion nouvelle. Et aujourd'hui, on commence aussi à repérer des nouveaux artistes du street art émergents, comme par exemple Stéphane Moscato ou l'artiste féminine Eyes. Il n'y a pas que du street art chez Xinart. De nombreux artistes locaux sont aussi présents, comme Christian Nestler, qui utilise le bois qu'il récolte au fil des saisons et des plages de l'île de Ré. L'hiver, je sillonne les plages pour retrouver mes matériaux, donc des bois peints qui viennent de bateaux ou non, mais qui ont été roulés par la mer, que je laisse sécher un peu, puis que je découpe pour constituer ma palette. Je les trie par couleur et puis après bon, mes assemblages naissent comme ça. C'est la superposition des couches de couleurs qui racontent une histoire. Chaque petit carré a un tableau en fait. Et c'est en même temps une espèce de lutte contre les éléments de l'homme qui, au fur et à mesure de l'usure, rajoute des couches pour protéger. Et puis c'est cette espèce de lutte de la nature et de l'homme. Xinart, c'est aussi un engagement, celui de sortir l'art hors des murs pour le plus grand nombre. Ces partages artistiques ont déjà eu lieu dans des sites industriels et envahiront bientôt le milieu carcéral. Une Xin nouvelle, histoire à suivre. All set? Let's go. On quitte une nouvelle fois l'île de Ré, direction l'île d'Oléron, pour y rencontrer notre invité principal, Christophe Chaboutet. Deuxième partie de l'interview, on va évoquer avec lui Moby Dick, c'est sa nouvelle adaptation en bande dessinée. Christophe, au printemps prochain va sortir ton adaptation d'un des plus grands classiques de la littérature qui est Moby Dick. Est-ce que c'est pour toi une pression supplémentaire de t'attaquer à un classique ou c'est justement une vraie liberté ? Non, c'est un petit défi que je me suis lancé. Je voulais vraiment me frotter à un grand classique, à un bouquin archi connu et arriver à mettre mon univers dans le bouquin. Après, je retrouve un peu mes marques dans Moby Dick, notamment dans le côté un peu lourd, noir, la pression, cette espèce de mince petit intervalle entre la folie, l'acharnement, l'obstination et tout ça. Je retrouve un peu, je retrouve ma musique, quoi. Mais j'essaye à chaque bouquin de me lancer des nouveaux défis, d'aller me balader dans des domaines que je connais moins ou que j'aborde pas, histoire de renouveler un peu la chose, de pas tourner en rond, parce que quand on travaille tout seul, on a tendance à un peu refaire ce qu'on sait faire, se conforter là-dedans, donc de temps en temps, il faut se bousculer un peu, quoi. Et ça fait un moment que ça me démangeait de m'attaquer à quelque chose de vraiment costaud. J'avais adapté Jack London, mais c'était une petite nouvelle. C'était une très petite nouvelle, c'était une histoire très simple où il se passait entre guillemets rien.
mais il se passait en même temps plein de choses. Et je retrouvais un peu mon univers aussi, surtout dans les silences et dans les choses un peu pesantes, justement dans le silence là. Après Moby Dick, ouais, ça a été un coup de cœur, c'est un bouquin énorme, c'est un très gros poisson. Et c'était vraiment un défi, ouais, vraiment un défi. Et il faut être fou pour adapter un truc comme ça, mais ça me plaît, vraiment, ça me plaît. Explique-nous ton processus, la construction justement de cette bande dessinée qui sera en 2 volumes. Comment on choisit les moments clés? Est-ce que toi tu prends des annotations pour qu'il y ait une logique, une fluidité par rapport au récit? Parce qu'il y a un nombre de pages incroyable, tu ne peux pas tout mettre, tout écrire, tout dessiner. Quels sont les choix, comment ils se font? Je ne sais pas s'il y a vraiment des choix, c'est très très compliqué à expliquer parce que autant j'ai mis en avant des choses qui ne sont pas forcément très importantes mais qui le sont pour moi, des moments de silence, des moments posés, des regards que je fais beaucoup dans mes livres. Et effectivement, il faut servir avant tout l'histoire, donc il faut servir le roman de Melville, il faut les scènes clés, il faut les scènes charnières pour qu'on comprenne l'histoire complète, quoi. Mais j'ai tendance à poser des choses comme je le fais dans mes bouquins, c'est-à-dire poser des silences, distiller des ambiances. Et c'est pas forcément des scènes vraiment hyper connues du bouquin. Ça va être des petites choses qui, moi, me titillent, qui, moi, véhiculent pour moi une émotion que j'essaye de retranscrire dans le bouquin et que j'essaye d'amener dans une certaine adaptation, quoi. Toujours, en fait, j'essaye de caler mon univers sur ce bouquin, mais en servant le bouquin et en respectant l'œuvre de Melville. Alors justement, l'œuvre de Melville, à travers Moby Dick, c'est des éléments de lecture multiples. Évidemment, ça peut être la grande aventure autour de cet équipage sur un bateau qui vont à la pêche. Et puis, comme tu disais, la folie de ce commandant qui va avoir cette obsession absolue, justement, d'aller pêcher et tuer Moby Dick. Tout ça, c'est des choses que tu fais apparaître par moment, comme ça, ou c'est un ensemble général? Comment tu construis, toi, ton Moby Dick? Ça, c'est une question. Je sais pas, je laisse aller mon feeling en fait. Je me laisse aller, ouais. Je réfléchis même pas, j'essaye pas de construire des choses, j'essaye de laisser aller, j'essaye de garder l'émotion brute de la lecture. Moby Dick fait plus de 600 pages, il y a beaucoup de passages didactiques dans le bouquin, il y a beaucoup de niveaux de lecture. Et j'essaye pas de me référer au niveau de lecture, j'essaye vraiment de prendre la base de l'histoire et de cette base-là tirer les espèces de choses en sous-couches qui peuvent se passer. Ce qui m'intéresse dans Moby Dick, c'est pas les scènes de baston, c'est pas les scènes de bataille, c'est pas les coups de harpon, c'est ce qui se passe entre les coups de harpon, c'est ce qui se passe juste avant le coup de harpon. Voilà, c'est ces moments-là qui sont entre guillemets pas forcément importants et qui le sont quand même parce qu'ils sont mis dans les adaptations classiques, ils sont pas mis en avant. Voilà, c'est ces moments-là qui m'intéressent. Comment on crée ces personnages d'un autre siècle, d'une autre époque, d'un environnement très particulier? Ça, une nouvelle fois, c'est une totale liberté. Tu fais des petits croquis, tu fais une sorte de casting, toi, de personnages qui vient sur le papier? Ouais, j'ai travaillé longtemps sur le casting. Je crois que c'est une des premières fois où j'en ai autant bavé sur le casting parce que j'ai beaucoup de personnages. Il y a pas mal de personnages dans le bouquin. Et j'ai toujours travaillé sur plus ou moins des huis clos. J'avais dans les autres bouquins, j'avais quoi, entre 5 et 10 personnages qui tournaient. Là, il y a quand même une brouetté de personnages qui apparaissent et ils ont vraiment chacun leur caractère, leur personnalité. Ils sont vraiment très importants dans le bouquin à chaque fois. Donc, bien sûr, il y a Akab qui tient la baraque, mais tout le monde connaît Akab. Les gens connaissent moins Starbuck, qui est quand même le second d'Akab et qui est extrêmement important. On a tous le cliché de Quick Egg, le gars qui est tatoué, qui est quand même une gueule, quoi. Mais il s'avère qu'il a quand même moins d'importance et il en a beaucoup, mais en fait, ils rentrent sur scène, ils sortent de scène, ils rentrent, ils sortent. C'est marrant, ils ont chacun leur moment, quoi. C'est un bouquin, mais gigantesque, c'est énorme, c'est suicidaire d'adapter un truc comme ça. Il faut être complètement taré, quoi. Mais le défi, il est là et c'est ça qui est grisant, quoi. C'est ça qui est bien. Justement, par rapport à tous les ouvrages que tu as pu sortir, où tu en es aujourd'hui? Est-ce que pour toi, la bande dessinée, c'est juste du plaisir avec des paris fous, mais juste du plaisir? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses faciles, l'écriture, le dessin, c'est facile, ou est-ce qu'il y a quand même des moments compliqués à vivre, parfois laborieux, où il faut se battre contre soi-même? Non, c'est super facile, on se remet en question à peu près toutes les 30 secondes. On a des moments de bonheur, enfin moi du moins j'ai des moments de bonheur qui durent 1 seconde et demie, des moments de malheur qui durent
3 secondes et demie et c'est de la dent de scie. Et il s'avère qu'en général, je finis sur un bouquin complètement épuisé en me disant c'est un boulot super chiant, j'en peux plus, j'en ai marre, je suis crevé. Je pose le crayon, je décide de lever le pied, je me dis allez, je m'offre 3 semaines de vacances et puis au bout de 2 jours, la main commence à titiller un peu, il y a un truc qui commence à se mettre en place. Je commence à écrire 1 phrase, 2 phrases, 3 phrases et puis je me rends compte que je suis complètement en manque, quoi. Et que je replonge aussi sec, quoi. Voilà. Bon, bah merci à toi en tout cas. Bon, on te retrouve avec Mobyzik, hein, voilà, au printemps à peu près, hein, 2014, et puis après il y aura en 2015 le tome 2, hein, voilà, pour la suite de cette très belle aventure. All set? Let's go. C'est bientôt la fin de votre émission Culture Thé sur l'île de Ré et l'île d'Oléron. Maintenant, je vais vous proposer un petit instant lecture. Si vous aimez les beaux livres, eh bien, on a essayé de faire un choix pour vous. J'espère que ça vous plaira. On débute cette chronique beaux livres avec les éditions Citadel et Masno et 3 ouvrages très différents. L'art du design retrace les moments forts du design international de l'après-Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui, que ce soit dans notre quotidien avec l'électroménager ou à travers des œuvres d'artistes. Ce livre contient plus de 600 illustrations couleurs qui raviront les design addicts. L'immortel Victor Hugo est de retour avec La légende des siècles, recueil de poèmes datant de 1859 qui dépeignait l'histoire et l'évolution de l'humanité. Le grand spécialiste Pierre Georgel a choisi des extraits parmi les 9000 vers originaux, le tout illustré par des peintres allant du Moyen-Âge à nos jours. Bien avant les graffitis, la peinture murale sublimait déjà les murs de lieux religieux ou profanes. Peinture murale, en France, vous fera découvrir ces peintures exceptionnelles datant du XII au XVe siècle. Chez Diane de Célie Éditions, l'exceptionnel est aussi au rendez-vous avec le texte intégral de l'Éloge de la folie d'Erasme, illustré par les œuvres d'artistes de la Renaissance du Nord, de Bosch à Bruegel, et accompagné des dessins d'Hans Holbein le Jeune, réalisés pour l'édition de l'Éloge de la folie publiée en 1516 à Bâle. All set? Let's go. C'est du phare des baleines sur l'île de Ré que je vais conclure cette émission Culture Thé consacrée à l'île de Ré et à l'île d'Oléron. Je tenais à remercier mes équipes, Stéphane Modène, Paul Bouffard aux images et Nicolas Planche au montage. Toutes les infos de votre émission, c'est sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, avec mon profil et bien sûr celui de Public Sénat. Et tous les vendredis matins, ce sont mes chroniques coup de cœur, bande dessinée dans Métro et sur téléloisirs.fr. Je vous dis à très bientôt, près de chez vous, pour d'autres aventures avec Culture Thé. Culture Thé n'est pas encore terminée. Un petit mot suite à une erreur commise lors de l'émission en partie consacrée au peintre Philippe Pasqua et diffusée le 28 juin dernier. L'une des peintures, L'enfant au harnais, n'était pas de sa création, mais de l'artiste Thierry Dussac à qui nous adressons toutes nos excuses. Cette fois, c'est bien terminé. À bientôt pour d'autres aventures dans Culture Thé. His